33e conférence sur mon petit bouquin. Mon point de départ, c'est l'idée, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, qu'on ne perd que les batailles qu'on ne mène pas. Parfois, on perd des batailles qu'on mène, mais il arrive aussi très souvent que quand on ne les mène pas, tout à fait naturellement, on les perd. C'est au fond la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. Parce que j'ai trouvé que trop c'était trop, et qu'à un moment donné, quand le président de la République se permettait d'aborder un sujet que visiblement il ne maîtrise pas, pour dire les choses franchement et clairement, eh bien il fallait non pas polémiquer avec lui, c'est pas une polémique, ce livre n'est pas polémique, ni ma conférence, vous le verrez, mais essayer de revenir sur les points clés de cet amalgame. Parce qu'il s'agit bien d'un amalgame. Au fond, le 16 juillet 2017, devant Netanyahou, qui était effectivement invité pour la première fois, il y avait le Premier ministre israélien à la commémoration de la rafle du Veldiv, et quel Premier ministre, en plus, et en plus, il avait commencé, Emmanuel Macron, en disant « cher Bibi ». Donc imaginez si Bibi avait répondu « cher Manu », où on allait. Bref, cette phrase qui arrivait comme un cheveu sur la soupe à la fin d'un par ailleurs excellent discours sur la responsabilité de Vichy, de la France pétainiste, de la police, de la milice, dans la déportation des Juifs de France. Cette phrase absolument incroyable, je la répète, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Même pas une forme, la forme. Et quand j'ai écouté ce discours en direct, j'ai repensé qu'au fond, aucun président de la République, même pas Nicolas Sarkozy, qui pourtant aimait beaucoup Israël, même pas François Hollande, qui avait, comme vous le savez, un chant d'amour toujours prêt pour Israël et pour ses dirigeants, citation, aucun n'avait jamais dit une chose pareille, qui au fond consiste à mettre sur le même plan, dans la même réprobation, un délit, l'antisémitisme, qui est un délit puni par la loi, comme toutes les formes de racisme, d'un côté, et de l'autre, l'antisionisme, qui est une opinion qu'on peut accepter, refuser, condamner, tout ce qu'on veut, mais c'est une opinion. Une opinion, je la définis vite pour qu'on se comprenne bien, qui ne consiste évidemment pas à dire qu'il faut détruire l'État d'Israël, c'est pas ça l'antisionisme, c'est de critiquer ce qui a été la pensée du fondateur de ce mouvement, Theodor Herzl, à savoir deux idées liées l'une à l'autre. La première, les Juifs seraient inassimilables dans les pays où ils vivent, et donc, deuxième idée, il faudrait qu'il y ait un État où tous se rassemblent et où ils soient évidemment les maîtres de cet État. Alors, ce que je vais faire simplement, pour ne pas rentrer dans des tas de développement, évidemment, l'actualité appelle énormément de commentaires, c'est de prendre les deux termes de cet amalgame et d'essayer de voir ce qu'on peut en dire pour revenir aux fondamentaux. Donc l'antisémitisme et l'antisionisme. Évidemment que l'antisémitisme, qui d'abord est un anti-judaïsme religieux, l'antisémitisme n'apparaît qu'au XIXe siècle, c'est quelque chose qui a traversé l'histoire de l'Europe, beaucoup plus d'ailleurs, je signale, que celle du monde arabe, et qui s'est traduite de pays en pays par des discriminations, par des répressions, par des expulsions et par des massacres. Ça ne commence évidemment pas avec la Shoah. C'est bien plus ancien, et en parlant de massacre, par exemple, il faut dire, ce qu'on dit rarement, qu'à peu près toutes les croisades ont commencé par massacrer des Juifs avant de libérer Jérusalem. On commençait par libérer les pays qu'on parcourait de la présence juive, d'une manière très massive. Bien sûr que le génocide nazi a été l'apogée de cette histoire de l'antisémitisme. Alors il faut dire, parce qu'il faut toujours éviter d'être unilatéral,
que le génocide nazi ne concernait pas que les juifs. Il y avait les tziganes, il y avait les malades mentaux, les handicapés allemands, dès le début. Il y avait les slaves. Bref, il y avait les homosexuels, à un degré moindre, mais quand même 50 000 homosexuels ont été tués par le régime nazi. Donc on a tout un ensemble de victimes de ce génocide. Ce qui est vrai, c'est que les Juifs avaient une particularité, c'est que c'était le seul groupe que les nazis voulaient exterminer jusqu'au dernier. Je donne toujours cet exemple que j'ai trouvé à l'époque où je faisais un livre sur la Shoah. À l'été 1944, quand la Wehrmacht se porte très mal sous les coups de boutoir de l'armée rouge, il y a encore un nombre non négligeable de SS qui sont envoyés dans les îles grecques pour ramasser un juif ici, une juive là. Ça donne une idée quand même du caractère obsessionnel de l'extermination des juifs pour les nazis. La France a une particularité, en fait elle en a deux, mais je commence par la première, c'est que c'est le régime français, l'État français de Vichy, sa police, sa milice, qui ont organisé la déportation des Juifs à la demande de l'occupant. 75 000 Juifs ont été déportés et presque tous sont morts, 2000 sont rentrés. Je disais deux particularités parce qu'il y en a une deuxième, c'est qu'en 1939, juste avant la guerre, en France, il y avait 330 000 Juifs, français et étrangers. Ça veut dire qu'il y a les 4/5e des Juifs en France qui ont échappé aux rafles du régime. C'est la plus forte proportion de toute l'Europe, très nettement. Et ça signifie, parce que souvent, l'histoire telle qu'elle est racontée par les sionistes est une histoire très largement manipulée, ça signifie que contrairement à ce qu'on dit souvent, à ce que disaient des gens comme Lanzmann, les Klarsfeld et autres, il y a eu en France un immense mouvement de solidarité avec les Juifs. Chacun qui a connu cette période ou qui en a entendu parler par ses proches, par ses parents, sait qu'aucun Juif en France n'a échappé aux rafles par hasard. C'est un policier qui a prévenu qu'il y avait une rafle le lendemain, c'est des voisins qui ont caché les enfants, c'est des paysans d'Auvergne qui ont caché, par exemple ma maman, à moi, elle était au Chambon-sur-Lignon, où une dizaine de milliers d'enfants juifs ont été cachés par des paysans protestants qui savaient ce que c'était que les persécutions, donc ils avaient le sens de la solidarité. C'est pas eux qui hurleraient contre l'Aquarius, pour dire les choses clairement. Bref, on a eu cette période de l'histoire qu'on ne peut pas oublier, qui d'ailleurs justifie parfois, des amis disent mais pourquoi antisémitisme, pourquoi pas parler de racisme simplement? Non, parce qu'il y a toute cette histoire, notamment celle de la guerre, qui mérite au moins un mot pour la désigner, qui soit un mot spécifique. Ce qui est incroyable quand on y réfléchit avec un tout petit peu de recul, c'est que pendant 4 années, la France a été abreuvée de propagande, de haine antisémite, qui a évidemment marqué la population, ça ne pouvait pas être autrement, et que 70 ans après, un peu plus, 75 ans après, l'antisémitisme comme idéologie est devenu marginal. Et je m'explique pour que tout soit clair. En 1946, l'IFOP, qui existait déjà, a fait un sondage, on demandait aux gens est-ce que les Juifs sont des Français comme les autres? À votre avis? Un tiers seulement des sondés répondaient oui, ce sont des Français comme les autres. La même question est posée cette année dans un sondage de l'IFOP. Résultat, 93% de nos concitoyens disent oui, les Juifs sont des Français comme les autres. Si on compare ce chiffre, et je ne vais pas vous infliger plus de chiffres, à ceux qui concernent les musulmans ou les Roms, par exemple, on voit une grande différence dans l'acceptation des Juifs dans la société française. C'est très important de le noter, parce qu'évidemment, quand on nous dit qu'il y a une vague d'antisémitisme en France, personne ne vous dit ça.
On ne parle pas de cette dimension, disons, de l'idéologie antisémite au sens global. En revanche, parce qu'il faut là aussi être équilibré, il y a un maintien des préjugés antisémites. C'est-à-dire que, je ne rentre pas dans les détails des chiffres, une moitié, grosso modo, de Français disent, par exemple, que les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France, que les Juifs ont beaucoup de pouvoir, que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français, que les Juifs sont trop présents dans les médias, etc., etc. La différence avec l'idéologie, et je vous pose la question, c'est est-ce qu'on peut parler de racisme? Il y a en France des préjugés anti-bretons, anti-corses, anti-auvergnats, et je m'arrête là pour ne pas parler du Dauphiné. Je ne sache pas que qui que ce soit ait dit il y a en France un racisme anti-breton, un racisme anti-corse, un racisme anti-auvergnat, etc. Donc il y a des préjugés, c'est préoccupant, mais ça n'est pas à mettre sur le même plan la preuve que l'idéologie elle-même. Troisième élément pour faire le point sur l'antisémitisme en France, ce sont les violences. Il y a eu, à partir de l'an 2001, c'est-à-dire au moment de l'explosion de la deuxième intifada et de sa répression, une explosion de violences racistes et antisémites en France. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui produit un rapport chaque année depuis très longtemps, et notamment de statistiques sur ces violences, nous dit qu'entre 2001 et 2002, le nombre d'actes de violence racistes a été multiplié par 4 et le nombre de violences antisémites par 6. Donc indiscutablement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, que malheureusement, ni Lionel Jospin, Premier ministre, ni Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur à l'époque, n'ont eu le courage d'assumer. Donc on a fait silence. Ce qui a aggravé ensuite, évidemment, les réactions dans une partie de la communauté juive. Il y a eu une sensation d'abandon. Bon, c'est une sensation qui est aussi entretenue, mais bon, c'est un autre débat. Mais la réalité dont on ne nous parle pas dans les revues de presse, par exemple, la newsletter du CRIF, c'est que ces violences n'ont pas cessé de diminuer depuis 2003. Donc il y a eu une explosion de violence, mais elles ont reculé. Et d'ailleurs, c'est si vrai que c'est exactement le même phénomène qui s'est produit avec les violences anti-musulmans. Elles ont explosé en 2015, au moment des grands attentats terroristes, et elles ont aussitôt reculé en 2016, 2017, et semble-t-il, d'après les chiffres complets dont on dispose, en 2018. Dernier point sur l'antisémitisme, pour être complet, il y a un certain nombre d'intellectuels qui parlent d'antisémitisme musulman. S'ils voulaient dire simplement qu'il y a de l'antisémitisme chez les musulmans, ben, c'est une évidence, il y en a dans toute une série de catégories de la population, musulmans compris. Il n'y a aucune raison qu'on ait une catégorie à part. En revanche, la notion même, elle fait débat. Par exemple, il y a eu un procès contre Georges Bensoussan, qui est un historien du mémorial de la Shoah, qui a déclaré dans une émission d'Alain Finkielkraut sur France Culture, en citant prétendument un sociologue, Smaïl Lahacher, qui a d'ailleurs démenti absolument avoir dit ça, il a dit, je cite, « Dans les familles arabes, l'antisémitisme se tête avec le lait de la mère ». Formule très connue, parce que les juifs ashkénazes disaient ça des Polonais. On disait chez les Polonais, Yitzhak Shamir, l'ancien Premier ministre israélien, disait souvent « Ah oui, chez les Polonais, on tête l'antisémitisme avec le lait de la mère ». Donc là, il y a eu un détournement de formule qui déjà était discutable pour les Polonais, mais qui devient parfaitement scandaleuse dans ce cas. Malheureusement, la justice n'a pas jugé que c'était un propos raciste. Et donc, Georges Bensoussan a été blanchi. Mais le CSA, lui, a fait un communiqué très sérieux en disant on ne peut pas se permettre de dire des choses comme ça sur les antennes du service public. Et parfois le bon Dieu existe, en tout cas à mon avis, parfois. Il s'est produit quelque chose de très intéressant
Georges Bensoussan a été licencié de son poste de chef éditorial, historien du mémorial de la Shoah. Je le signale. Oui, oui, non, ça vaut le coup parce que c'est quand même intéressant. Le plus intéressant, c'est surtout que toute la profession, tous les sociologues qui travaillent sur ces problèmes, en premier lieu Nona Meyer, qui est sans doute la doyenne des sociologues du racisme et de l'antisémitisme, elle a pris à partie clairement celui qui a inventé cette thèse du nouvel antisémitisme, qui serait différent de l'ancien, et elle a dit qu'on devait, dans le monde, hein, je cite, parler d'antisémitisme avec rigueur. Et elle a expliqué que le problème de ce concept, c'est qu'il ne reposait sur rien, sauf les thèses d'un sociologue, parmi beaucoup d'autres, qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui est un historien et sociologue bien connu, et qui, dit Nona Meyer, je cite, « voit un antisémitisme masqué derrière la critique d'Israël et du sionisme, au nom de l'antiracisme et des droits de l'homme, portés tant par l'islamisme radical que par les idéologies tiers-mondistes d'extrême gauche. » Je ne serais pas complet si je ne disais pas qu'il y a un institut dit de sondage, qui s'appelle Fondapol, et qui est dirigé par un homme qu'on connaît surtout comme un homme politique du parti Les Républicains, s'appelle Dominique Régnier, et qui a publié une enquête qui donnait des résultats très différents de tous les autres et montrait que les musulmans étaient antisémites. Le seul problème, c'est qu'on s'est aperçu, et Nona Meyer lui a fait remarquer, après quoi ce débat a disparu, que l'enquête avait été faite d'une manière très originale pour une enquête. C'était, vous savez, on dit il y a des micro-trottoirs, là c'était un micro-sondage. Donc on posait la question dans la rue aux gens en 1 seconde 30 de savoir ce qu'ils pensaient des juifs, de l'antisémitisme. Évidemment des sujets qui méritent quand même qu'on prenne le temps de, à tête reposée, réfléchir à ce qui est demandé. Ça n'était pas le cas. J'en termine avec ce premier sujet en disant, et je vous appelle à essayer de le comprendre parce que c'est quand même un problème difficile. Le quantitatif, c'est une chose, dans tous les chiffres que je vous ai dit, je pourrais en donner beaucoup d'autres. Et puis le qualitatif, c'est autre chose. Le qualitatif, c'est que 11 juifs en France, ces dernières années, ont été tués en tant que juifs. Indiscutablement, les 4 victimes de Mera à Toulouse. Indiscutablement aussi, les 4 victimes de Koulibaly à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et puis les 3 cas, qui sont des cas plus complexes à mon avis, ceux de Dylan Halimi, de Lucie Attal Halimi et de Mireille Knoll. Pourquoi plus complexes? Parce que si l'on fait l'effort de chercher un peu plus loin que ce que racontent les journaux, on s'aperçoit qu'il y a forcément des motivations diverses. Il y a certainement de l'antisémitisme, puisque ces 3 victimes-là sont juives, mais en même temps, le caractère de crime crapuleux est évident, par exemple, pour Ilan Halimi. Ce que voulait Fofana, le chef du gang des barbares, c'était du pognon. Et il pensait que comme le jeune Halimi était juif, il aurait du pognon. Alors là, on voit l'effet que peut avoir un préjugé à un moment donné. Mais l'aspect crime crapuleux est indiscutable. Quant à Mireille Knoll, je vous incite, si ça vous intéresse, à regarder ce qu'ont dit les enfants et les proches de Mireille Knoll. Un des 2 assassins, on ne sait pas très bien qui a tué, en fin de compte, on saura un jour, un des 2 assassins connaissait Mireille Knoll depuis son enfance. Il allait boire le pot chez elle, il allait manger chez elle. Elle s'était déplacée au commissariat alors qu'elle était malade, pour le défendre contre une accusation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était une affaire de mœurs, quoi. Donc il n'avait aucune raison, ni de découvrir un beau matin qu'elle était juive, il le savait depuis longtemps, ni d'être en mauvais termes avec elle, puisqu'il avait des bons rapports avec elle. Donc forcément, joue à ce moment-là quelque chose dont mes amis sociologues ne veulent jamais entendre parler, jamais, c'est-à-dire les problèmes psychiatriques. Il y a aussi, dans la vie,
dans la réalité de la société, surtout telle qu'elle est aujourd'hui, des gens qui ont des problèmes psychiatriques et qui sont très nombreux. Ils ne sont pas une toute petite marge. Donc, si on voulait aller au bout de ces questions, on verrait que dans les crimes antisémites, il y a des crimes purement antisémites, Mera, Koulibaly, mais il y a aussi des crimes qui sont des crimes à motivation multiple. Le fait est que les médias aidant, on a forcément la sensation que ce sont des crimes antisémites, point. Et il faut faire avec, c'est-à-dire on doit tenir compte, c'est comme ça. On n'a pas je n'ai pas moi trouvé le moyen d'éviter tout cela. Bref, indiscutablement, nous sommes dans une société où il est encore très nécessaire de se battre contre le racisme et l'antisémitisme avec beaucoup de vigilance et avec beaucoup de sévérité. Et on ne peut pas accepter que les lois qui existent, la loi de 1881, la loi de 1972, la loi antinégationniste de Guesso de 90, le code pénal, ne soient pas appliqués. Et c'est vrai que pendant de longues années, un Dieudonné ou un Soral ont pu déverser leur haine antisémite sans jamais être poursuivis. Ils l'ont été, tant mieux, mais ça a eu un effet pervers, c'est qu'ils ont changé de vocabulaire. Donc au lieu de dire juif, ils ont dit sioniste. Et du coup, si on suivait certains, nous ne pourrions plus, pour ceux qui le souhaitent, nous dire antisionistes, parce que ce serait dire comme Dieudonné et Soral. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. On ne va pas laisser des individus comme ça nous kidnapper un vocabulaire qui a un autre sens. Il faut se battre contre les antisémites, faire appliquer les lois, et par ailleurs, on a un débat politique qui continue à se mener. Voilà pour la première partie, disons. La deuxième porte sur le sionisme et l'antisionisme. On n'est pas très loin d'un sujet à l'autre, parce que le sionisme est né du développement de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle. D'abord les pogroms, les nouveaux pogroms de Russie de 1880, 81, 82, et puis ensuite l'affaire Dreyfus. Et voilà qu'on retombe sur Theodor Herzl, dont je parlais au début, cet intellectuel, ce journaliste juif hongrois qui ensuite vit en Autriche. Le hasard veut qu'il soit nommé correspondant de la Neue Freie Presse, un grand journal libéral autrichien, à Paris, en 1894. Juste quand va démarrer l'affaire Dreyfus. Et quelle conclusion Theodor Herzl tire de l'affaire Dreyfus? C'est que voilà un pays, la France, qui a été le premier à donner l'égalité des droits aux Juifs dans l'histoire, ça s'était jamais vu. Et dans ce pays-là, cette avancée est remise en cause par l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, je n'ai pas le temps d'en parler longuement, mais il faut bien mesurer qu'il n'y a pas que l'affaire. Il y a toutes les manifestations populaires qui ont eu lieu autour. Et je vous conseille un livre de Pierre Birnbaum qui s'appelle « Le moment antisémite ». Pierre Birnbaum, dont par ailleurs on peut discuter les thèses, il fait la synthèse des rapports des préfets et des commissaires de police sur les manifestations anti-dreyfusardes en France. On est effaré. C'est-à-dire il y a toute une série de villes, dont une pas très loin d'ici, où on a frôlé le pogrom, à deux doigts. C'est-à-dire, il s'est vraiment passé quelque chose qui était une sorte de sursaut contre l'émancipation des Juifs, qui s'est traduit avec l'affaire Dreyfus. Donc Herzl fait son livre, son fameux livre, L'État des Juifs, en 1896, et puis en 1897, il réunit le premier congrès sioniste mondial à Bâle parce que les Juifs allemands n'ont pas voulu qu'on le fasse en Allemagne. C'est déjà un signe que Herzl n'était pas très, très bien accueilli par les Juifs à l'époque. Et voilà le texte, pour aller vite, du congrès. Le sionisme s'efforce d'obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement. Vous noterez au passage que Theodor Herzl fait l'impasse sur l'existence d'une population autochtone, qui quand même à l'époque représente 95% de la population de la Palestine. Donc c'est quand même un oubli assez notable. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Hein. C'est un oubli volontaire. Après le congrès de Bâle,
comme l'explique le programme d'ailleurs, Herzl fait le tour de toute la région pour essayer de trouver des gens qui le soutiennent. Donc il voit le Kaiser allemand, il voit le sultan ottoman, il voit le pape, il voit même les ministres du tsar, les mêmes qui organisent les pogroms, et il le sait. Et il leur dit, il ne s'en cache pas dans son journal, il leur dit, vous voulez vous débarrasser de vos juifs, ça tombe bien, nous on veut les accueillir en Palestine, faisons affaire. Et tout ça ne marche pas. Et Herzl meurt en 1904 sans avoir trouvé le moindre soutien international pour son projet. C'est son successeur, Chaim Weizmann, qui va obtenir, donc 13 ans après la mort de Herzl, le soutien le plus important, qui est celui de la Grande-Bretagne, avec la fameuse déclaration Balfour. Déclaration Balfour qui, vous le savez, contredit les autres engagements pris par la Grande-Bretagne avec les Arabes à qui elle a promis un grand État indépendant, et les Français avec les accords Sykes-Picot avec lesquels elle s'est divisée toute la région du Proche et Moyen-Orient. Donc on a à partir de là un changement qualitatif du mouvement sioniste, c'est-à-dire de mouvement marginal, de quelques illuminés en fait à l'époque. Il devient un mouvement soutenu par la première puissance mondiale, qui ne le fait pas, bien sûr, pour les beaux yeux des Juifs, ni des sionistes. La Grande-Bretagne, elle veut gagner la Première Guerre mondiale, et en 1917, ça se passe très mal. Donc ils espèrent que les Juifs vont aider, notamment à ce que les Américains s'impliquent le plus vite possible, pour de vrai, dans la guerre, et empêcher les révolutionnaires russes de quitter le front de l'Est. Donc ils ont des bonnes raisons immédiates, et puis ils ont une raison à long terme, c'est qu'ils veulent mettre la main sur le Proche-Orient, le Moyen-Orient, qui est leur ligne vitale vers les Indes. Donc c'est tout l'empire dont la Palestine est un peu la clé à travers le canal de Suez. Voilà donc un mouvement soutenu par la première puissance mondiale. Eh bien, il ne trouve pas de soutien chez ceux à qui il est destiné, c'est-à-dire les Juifs d'Europe. Il faut savoir qu'à l'époque, si on devait chiffrer, si ça avait un sens, au bas mot, 95% des Juifs sont hostiles au projet sioniste. Hostiles. Ils veulent rester là où ils sont. Parce qu'il y a un mouvement d'émancipation qui a été lancé par la France, qui ensuite a été suivi par d'autres, et les gens n'ont pas envie d'aller ailleurs. D'abord les communistes, juifs, qui sont absolument vent debout contre toute idée d'État juif en Palestine. Lénine, on sait encore qui c'est, un peu, voilà. Donc Lénine, le révolutionnaire bolchevique, écrivait en 1903, donc bien avant la Révolution, absolument inconsistante au point de vue scientifique, l'idée d'un peuple juif spécial et par sa portée politique réactionnaire. Donc pour les communistes à l'époque, disons que la révolution va régler le problème juif. On sait évidemment depuis que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas que les juifs, il n'y a pas que les communistes. Le Bund, qui est un parti social-démocrate, se bat pour l'autonomie des juifs, mais l'autonomie dans les pays où ils sont. Une autonomie culturelle, qui permet notamment d'utiliser leur langue en Russie, en Pologne, le yiddish, pour leur propre développement. Donc le Bund est tout aussi vent debout contre l'idée de Herzl, qu'il présente, je cite, comme une réaction de la classe bourgeoise contre l'antisémitisme et la situation anormale du peuple juif. J'ai pas fini. On oublie toujours, quand on parle, y compris le président de la République, de ces sujets, que la plupart des religieux juifs sont évidemment hostiles à l'idée d'État juif. C'est un blasphème. Il ne peut pas y avoir d'État juif tant que le Messie n'est pas venu. Et à ma connaissance, jusqu'à ce soir, il n'est pas venu. Donc il y a un refus, pas seulement des orthodoxes, de ce qu'on appelle aujourd'hui les Lubavitch, non, c'est l'ensemble du monde religieux juif, à une exception près, le parti qu'on appelle l'Israël, qui est hostile. Et cette hostilité va durer jusqu'à 1949. Il y aura une très longue négociation entre David Ben-Gourion, le premier ministre de l'État d'Israël, et les religieux, pour essayer de trouver ce qu'on appelle un accord de statu quo, qui explique d'ailleurs, je le dis au passage, qu'il n'y ait pas de constitution en Israël. Parce que les religieux disaient non. Toute constitution en Israël, ça ne peut être que la loi religieuse, la halakha, aucune autre.
Et donc Ben Gourion, qui était majoritaire évidemment avec son parti, a préféré ne pas affronter les religieux. Et en fait, la bataille entre religieux et sionistes laïcs, elle dure encore aujourd'hui. Il y a encore des manifestations de dizaines de milliers de religieux qui refusent de faire le service militaire. On a aujourd'hui un ministre religieux qui a pris position contre le mariage d'un arabe avec une juive, en disant que ça allait perturber l'État d'Israël. Enfin, le poids des religieux, c'est aussi issu de cette longue histoire. Et puis il y a, on n'en parle pas parce qu'on a peur d'être mal vu, mais il y a aussi à l'époque une bourgeoisie juive, une grande bourgeoisie juive. Imaginez bien que les Rothschild n'ont aucune intention d'aller labourer la terre dans les kibbutz. Ils sont très bien là où ils sont. Donc, si vous voulez, vous avez une hostilité absolument générale au projet de Herzl. Alors vous pourrez me dire, bon, qui le prouve, à part ce que vous dites? Oui, il y a des éléments de preuve. Entre 1881 et 1924, pourquoi 1924? C'est parce que c'est le moment où les États-Unis adoptent les lois anti-immigration. C'est un peu le type de choses qu'on connaît en ce moment, quoi. Un peu ce mouvement-là. Mais ils ont vraiment serré la vis, quoi. Donc entre ces deux dates, il y a 3,5 millions de juifs qui quittent l'Europe, essentiellement de Russie, de Pologne. Où vont-ils? Aux États-Unis. Presque tous. En 1939, en Palestine, après des dizaines d'années d'Aliyah, d'immigration juive, on a 460 000 juifs, c'est-à-dire 2,9% de la population juive mondiale. On ne peut pas dire que le sionisme soit le mouvement représentatif des juifs, en tout cas à cette période-là. C'est le moins qu'on puisse dire, sinon ce ne serait pas 2,9%. D'autant, je passe là-dessus, qu'une bonne partie de l'immigration, ce n'est pas une immigration choisie, c'est les juifs d'Allemagne qui s'en vont, qui quittent l'Allemagne. Donc eux, ils quittent parce qu'ils fuient les persécutions. Ce n'est pas un choix sioniste. Et vous allez voir que ce problème va se multiplier ensuite, parce que, évidemment, que le génocide change complètement les données du problème, mais il pose une question très spécifique, c'est qu'il y a des centaines de milliers de survivants du génocide, de juifs qui ont échappé au génocide, qui ne savent pas où aller. Ils ne peuvent pas retourner chez eux quand ils sont, par exemple, polonais, parce qu'en Pologne, les pogroms, ça continue jusqu'en 1951. Je dis ça, d'ailleurs, si j'étais polonais, j'irais en prison, puisque le grand ami de Benjamin Netanyahou, qui s'appelle Kaczynski, a fait voter une loi qui interdit de parler de la collaboration de Polonais, je dis bien pas polonaise, de Polonais avec les nazis. Or, les historiens polonais nous disent qu'entre 200 000 et 300 000, certains disent même 400 000 juifs polonais ont été exterminés, pas par les nazis, mais par des collabos polonais. Donc il faut quand même avoir un sacré culot pour faire une loi qui interdise de parler de ça. Je ferme la parenthèse. Donc ils ne peuvent pas retourner chez eux. Et ils voudraient aller aux États-Unis, très massivement, mais les États-Unis, il y a les lois dont j'ai parlé tout à l'heure qui interdisent, il n'y a quasiment pas un juif qui quitte l'Europe en 1945-46 pour aller aux États-Unis, il n'y a pas de visa. Donc les organisations sionistes ont évidemment un terrain formidable pour dire aux gens, vous pensez ce que vous voulez de nous, mais si vous voulez reconstruire votre vie, faites-le en Palestine. Et comme le hasard fait bien les choses, c'est formidable là aussi, un bon Dieu pour certains, et bien justement on vient d'expulser 800 000 Palestiniens dans la guerre de 1947-49. Et donc il y a de la place. Il y a même des villages arabes qu'on restructure très vite pour accueillir les nouveaux immigrants. Donc on a des centaines de milliers de juifs survivants de la Shoah qui arrivent en Palestine, d'abord en Israël pour d'autres, et qui n'ont pas fait le choix de venir là. Ils sont venus là parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour eux s'ils voulaient continuer leur vie. C'est exactement la même chose qui va se passer avec les juifs arabes. C'est plus d'1 million
de juifs des pays arabes. Les uns sont chassés par leur gouvernement, après la guerre de 48. D'autres sont importés par les dirigeants israéliens qui ont besoin de soldats et de main-d'œuvre. Quand je dis importer, c'est importer. Hein. On envoie des avions, on envoie des bateaux, etc. Donc, on s'organise pour les faire venir. Et où vont-ils aller? Vous imaginez qu'en Europe, on va accepter à l'époque des gens qui sont juifs et arabes? Non. Donc leur place, la seule possibilité qu'ils ont, c'est en Israël. Il y a un cas particulier qui est celui de l'Algérie, parce que les Algériens sont français. Et les juifs algériens en particulier, avec, bref, le décret Crémieux. Mais sinon, la seule destination possible, c'est Israël. Et je saute 20 ans, 30 ans, vous avez 1,5 million de juifs, entre guillemets, je vais vous dire pourquoi, soviétiques, qui arrivent au moment des accords entre Gorbatchev et les dirigeants israéliens. Je mets des guillemets parce qu'on sait aujourd'hui qu'au moins la moitié n'était pas juif. Simplement, c'était à l'époque la seule manière légale de quitter l'Union soviétique. C'était de dire qu'on était juif et de profiter des accords. Donc il y a plein de braves gens qui se sont déclarés juifs pour pouvoir quitter. Tout le monde, juif et pas juif, pensant que c'était une escale. On arrive à Tel Aviv, on repart pour les États-Unis. C'était sous-estimé Yitzhak Shamir, dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois. Shamir qui avait fait un accord avec le président Reagan pour qu'il n'y ait pas un visa donné aux juifs soviétiques. Donc tout le monde, 1,5 million de gens, c'est énorme pour un pays qui à l'époque a 6 millions, même pas 5 millions d'habitants. Hein. Tous ces gens-là se retrouvent coincés, littéralement coincés en Israël, et pas seulement en Israël, on les met dans les colonies. Parce qu'il faut remplir les colonies en Cisjordanie. Donc, quand vous faites l'examen de chacune de ces grandes aliyahs, évidemment qu'il y a eu des tas de gens qui sont venus par sionisme, avec la volonté consciente, volontaire, déterminée, etc. Mais il y a surtout eu des gens qui sont venus là parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Ce qui quand même pose une question sur la nature de ce qu'on appelle le sionisme. Admettons même que tous ces gens dont j'ai parlé, les survivants, les juifs arabes, les juifs soviétiques, soient venus volontairement. Mais aujourd'hui, on est en 2018, on est 70 ans après la création de l'État d'Israël. Mais il n'y a toujours que 6,5 millions de juifs là-bas. Et il y en a 16 millions dans le monde. Donc l'immense majorité des juifs n'a pas voulu aller là-bas. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient anti-sionistes au sens où... Mais ils ne voulaient pas du projet sioniste pour eux. D'autant que, j'ajoute, parce que c'est très important, aux États-Unis par exemple, aujourd'hui, 70% des mariages juifs se font avec des non-juifs. Vous me direz la belle affaire, je vous répondrai la belle affaire, mais pour les rabbins, c'est pas la belle affaire, parce que les enfants d'une femme non-juive ne sont pas juifs. Donc il y a une espèce de peur de l'extinction, disent-ils, souvent dans les textes, du peuple juif. J'ai pas fini. On a, d'après les démographes, plusieurs centaines de milliers, ça personne ne vous en parle, jamais, jamais, plusieurs centaines de milliers de citoyens israéliens qui ne vivent plus en Israël. Ils vivent ailleurs. Ils font du commerce, ils font des études, ils sont tombés amoureux, ils ont fait des tas de raisons, certainement, j'en sais rien, mais ils ne sont pas là. Ma fille fait ses études, elle fait sa thèse à Berlin. À Berlin, il y a 100 000 Israéliens. Dans l'ex-capitale du Reich, hein, quand même. C'est lourd pour un juif de décider de quitter Israël pour aller s'installer à Berlin. C'est quand même... faut vouloir, quoi. C'est très bien, hein, Berlin est une ville extraordinaire, mais je veux dire, symboliquement, quand même, c'est... Donc, quand on prend tous ces éléments-là, et vous y ajoutez nos braves juifs français qui, par peur de l'antisémitisme ces dernières années, sont partis là-bas, et dont près de la moitié sont revenus, parce qu'ils n'arrivent pas, c'est pas par antisionisme, hein, mais simplement, excusez-moi, c'est des Français. Donc parler hébreu, pas question. Parler anglais, eux croient qu'ils parlent anglais, mais il n'y a que qui le croient. S'installer dans une société très orientale,
Parce qu'on dit qu'Israël est un grand pays occidental, certainement, mais dans la vie quotidienne, c'est surtout un pays très oriental. Donc tout ça fait que nos braves juifs français, qui d'ailleurs pour l'essentiel sont des juifs d'Afrique du Nord, donc qui retrouvent les Arabes là où ils n'avaient plus envie de les retrouver, tout ça fait que c'est quand même un grand point d'interrogation sur ce qui, globalement, est qualifié de projet sioniste. Alors, si on suit, j'en termine avec ça, le président de la République, tous ces juifs qui ont refusé le projet sioniste, qui ne se sont pas installés en Israël, pire, qui ont quitté Israël, alors ce seraient des antisémites. Ça n'a aucun sens. Vous voyez bien, on est dans quelque chose de parfaitement absurde. Non, c'est des juifs qui ont décidé de continuer à mener leur vie dans leur pays, soit de longue date, soit d'adoption récente, mais qui n'ont pas eu envie d'aller ailleurs. Et cette amalgame ne tient pas debout. Et maintenant, je vais vous donner quelques chiffres qui vous expliquent la virulence irresponsable d'un certain nombre de dirigeants du Conseil représentatif des institutions juives de France, et, je suis désolé de l'ajouter, de l'ambassadrice Alisa Ben-Noun, qui s'est permis aujourd'hui de demander l'interdiction d'une émission d'envoyé spécial à la télévision française. Enfin, imaginez l'inverse. Imaginez que l'ambassadeur de Palestine demande l'interdiction du... Quand même. Donc, qu'est-ce que c'est ces chiffres? D'abord, une enquête de l'IFOP, toujours l'IFOP. Paradoxalement, c'est l'Union des étudiants juifs de France qui a payé l'enquête. Donc c'est assez coquignolé quand même. Ils se sont fait engueuler après. Qu'est-ce que dit l'enquête? 57% des Français ont une mauvaise image d'Israël. 69% ont une mauvaise image du sionisme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot sionisme, mais ils le disent. Et 71% pensent qu'Israël porte une lourde responsabilité dans l'absence de négociations avec les Palestiniens. Alors, est-ce que cette vision-là, qui, entre nous, soit dit, moi j'ai quand même plus de 40 ans, presque 50 ans d'observation de ce conflit, il n'y a jamais eu un sondage comme ça en France. Jamais les Français n'ont été aussi critiques à l'égard de la politique israélienne. On est quand même, on vient de loin, hein. On vient d'un pays qui était massivement pro-israélien, pour des tas de bonnes raisons d'ailleurs, dans les années 50, qui a été à fond pour la guerre de 67, etc., etc. Ça a commencé à décrocher avec Sabra et Shatila, avec la première intifada, etc. Donc comment expliquer cette dureté, disons, de l'opinion à l'égard d'Israël? Et là, on a une deuxième enquête, qui date aussi du printemps, qui est une enquête d'Ipsos. Alors, je vous conseille vraiment d'aller regarder de près, si vous voulez. C'est une enquête qui n'a pas à voir avec le sujet, en principe, c'est sur les relations entre les religions en France. Mais il y a des questions autour du judaïsme, des juifs, d'Israël, etc. Et celui qui commente l'enquête, c'est, vous le connaissez tous, c'est Brice Teinturier, qu'on voit le soir des émissions de télévision, qui n'est pas du tout un pro-palestinien déchaîné, hein. Il n'est pas connu pour ça, pas du tout. Et il était, il le dit, absolument stupéfait de ce qu'il a découvert dans l'enquête, qui tient en une phrase: l'électorat le plus critique, et de loin, à l'égard de la politique israélienne, c'est l'électorat de la France insoumise et du Parti communiste. Mais c'est aussi ce même électorat qui est le plus hostile aux préjugés antisémites et le plus empathique à l'égard des juifs quand il y a des problèmes d'antisémitisme. Donc, conclut Brice Teinturier, je le cite, « On ne peut pas rapidement et caricaturalement dire que l'un, l'antisionisme, dissimulerait l'autre, l'antisémitisme. » J'en ai fini avec l'analyse de l'antisémitisme et de l'antisionisme et du sionisme, mais je dois évidemment ajouter quelque chose, c'est que tout ce débat ne tombe pas du ciel.
Parce qu'on pourrait se demander pourquoi tout d'un coup on parle du sionisme et de l'antisionisme, c'est quand même un sujet qui date de 1896, au moins. Ça fait un moment. Mais c'est lié à ce que je viens de dire, les sondages que je viens d'indiquer, dans la mesure où, en fait, ces sondages, on pourrait les retrouver à peu près dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe. Il y a eu le même phénomène de distanciation des opinions, et les dirigeants israéliens le savent très bien. Et ils savent que, petit à petit, cette évolution des opinions amène les gouvernements à évoluer. Alors évidemment, les gouvernements ne sont pas très courageux, ils ne vont pas prendre des grandes mesures de sanctions à l'égard de chaque crime de guerre commis là-bas, mais ça bouge. Rappelez-vous que l'État de Palestine est entré à l'UNESCO en 2011, est entré à l'ONU avec statut d'observateur en 2012, est entré à la Cour pénale internationale en 2015, mais maintenant ça veut dire qu'ils peuvent, les Palestiniens, poursuivre les Israéliens devant la Cour pénale internationale. C'est le cas en ce moment avec la guerre de 2014 qui fait l'objet d'une procédure. Mais ça ne donne pas tout à fait la mesure de l'isolement d'Israël. Je vais vous donner un chiffre, là aussi, personne à ma connaissance ne l'a cité. Chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU vote une résolution, c'est complètement une routine, ça n'a aucune grande importance politique, c'est les chiffres qui importent. C'est une résolution pour le droit à l'autodétermination et à un État du peuple palestinien. Dernier vote, donc c'était il y a un an à peu près, 176 voix pour. Il y a 194 États à l'ONU. Et 7 contre. Et attendez, les 7. Il y a les États-Unis, il y a Israël, il y a le Canada, c'est du sérieux. Mais le reste, ça s'achète avec pas grand-chose. Île Marshall, État fédéré de Micronésie, Nauru et Palaos. Je ne vais pas vous demander où c'est, hein, parce que ce serait dur de les situer sur la carte. Donc ça veut dire que l'État d'Israël est isolé comme jamais un État ne l'a été à l'ONU. Il faut remonter à l'Afrique du Sud, à la toute fin de l'apartheid, pour trouver un tel isolement. Or, je continue à essayer de me mettre dans la tête des dirigeants israéliens, ils sont engagés dans une radicalisation, une espèce de fuite en avant absolument folle. Ces projets d'annexion de la Palestine ont terminé les 2 États, officiellement. On va annexer la Cisjordanie, et il y a une loi qui a été votée par la Knesset, qui permet l'annexion. Vous avez toute une série de lois, une douzaine de lois liberticides en Israël même, c'est-à-dire pas des lois qui visent les Arabes seulement, israéliens, des lois qui visent les Juifs, dont certaines sont des inventions absolument uniques au monde. Je vous en donne une, elle est incroyable. 90 députés sur 120 à la Knesset peuvent expulser les 30 autres. Vous imaginez, la République en marche se réunit et décide d'expulser de l'Assemblée nationale le groupe France Insoumise, le groupe communiste, le groupe socialiste. Ben c'est ça. Pas expulser pour une journée, hein, expulser. Ben, c'est le genre de loi, je ne vais pas vous les citer toutes, il y en a 12, donc, mais c'est des lois stupéfiantes. Et puis vous avez un autre phénomène dont on parle peu, c'est le développement d'alliances systématiques avec tout ce que l'Europe compte de populistes et d'extrême droite. Les flirts de Netanyahou aujourd'hui, c'est Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui fait l'apologie du régent Horthy, du Pétain hongrois. C'est Kaczynski, en Pologne, qui a fait voter la loi dont je vous ai parlé. Il a même été en Lituanie pour faire la cour aux dirigeants lituaniens. Juste un détail, quand les Einsatzgruppen, les groupes de tuerie nazis, sont arrivés en Lituanie, ils ont demandé où étaient les Juifs. Et les milices lituaniennes ont répondu, c'est fait. Donc, faut vouloir, pour un Premier ministre israélien, aller à Vilnius sans en parler. S'il allait pour en parler, non, même pas.
On est dans les grandes amours. Il n'y a que Madame Le Pen qui échappe aux amours de Netanyahou. Parce que Le Pen, c'est trop, quoi. C'est un symbole trop fort. Le point de détail, du rapport crématoire, tout ça, c'est pas assumable. Mais par exemple, la AfD, l'Alternative für Deutschland, a eu la visite de représentants du Likoud pour discuter comment on pouvait travailler ensemble. Enfin, vous imaginez, soyez antisémite si vous voulez, du moment que vous êtes pro-israélien, pas de problème. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Et au-dessus de tout ça, vous avez la loi, la fameuse loi qui a été votée cet été, le 19 juillet, qui est une loi qui officialise l'apartheid. C'est la loi, ça s'appelle État-nation du peuple juif. Avant, la loi disait, enfin la loi constitutionnelle disait État juif et démocratique. Là, la loi dit seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël. Et on ne dit pas quelles sont les frontières d'Israël, évidemment. Donc, c'est comme la cerise sur le gâteau, quoi. On est vraiment dans une espèce de radicalisation terrible. C'est pas avec ça qu'ils vont regagner dans les opinions. Donc, la solution, c'est ce qu'ils mettent en œuvre d'ailleurs depuis un moment. Ça a été d'abord la tentative pour faire interdire BDS, boycott des investissements, sanctions. Contrairement à ce que certains disent, ça n'est pas interdit. Aucune loi en France n'interdit BDS. Il y a une circulaire ministérielle de Madame Alliot-Marie qui appelle les parquets à sanctionner, mais sur les centaines d'actions BDS qu'il y a eu en France, il y a eu 12 procès, dont 2 condamnations. Et une de ces condamnations, celle de Colmar, est entre les mains de la Cour européenne de justice, qui va mettre très longtemps à trancher, certainement. Mais quand j'écoute Madame Mogherini, la ministre des Affaires étrangères européenne, elle passe son temps, quand on lui demande, à dire « pour l'Union européenne, ce qui compte, c'est la liberté d'expression, y compris BDS ». Elle le dit, en toutes lettres, y compris BDS. Donc BDS interdit, ça ne marche pas. Donc, certains ont voulu utiliser la phrase du président de la République, je ne pense pas que lui ait eu ce projet en tête, hein, pour justifier une loi qui interdise l'antisionisme. Alors, si ce n'était pas si sérieux, on pourrait presque en rire, parce qu'imaginez que demain, le Parti communiste demande l'interdiction de l'anticommunisme. Les gaullistes demandent l'interdiction de l'antigaullisme. Les libéraux demandent l'interdiction de l'altermondialisme. Ça n'a aucun sens. À moins de vouloir revenir sur la liberté d'opinion. Mais là, il y a un vrai problème. Admettons que le président de la République se laisse circonvenir par je ne sais qui, et demande à Édouard Philippe de faire une loi, il fera évidemment un projet, qu'on dépose à l'Assemblée, que les godillots LRM votent la loi, mais après il y a le Conseil constitutionnel qui ne peut pas accepter une loi créant un délit d'opinion. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, les lois, la Constitution de la Ve République, la Charte de l'Union européenne, la Déclaration européenne des droits de l'homme. Toute la jurisprudence s'oppose à ça. Imaginez ce que ça voudrait dire. Enfin, imaginez, voilà, on est dans une loi qui interdit l'antisionisme. Moi, quand j'étais môme, pendant la guerre d'Algérie, ma mère lisait les journaux et elle regardait les pages et il y avait des pages blanches. Parce que la censure passait le soir dans les journaux pour interdire et retirer, alors c'était du plomb, on appelait ça des galets de plomb, et on retirait les galets et les journaux paraissaient avec des pages blanches. Alain Perfit téléphonait à Léon Zitrone pour lui dire ce qu'il fallait dire et pas dire au journal télévisé. C'est vrai, hein, il n'y a plus de doute là-dessus. On a des archives, les historiens s'amusent énormément à écouter les conversations qui ont été retranscrites. Enfin, bon. Bref, à moins que le CRIF, Francis Khalifa, le président du CRIF, nous dise « je suis pour l'interdiction de la liberté d'opinion en France », à moins de ça, ça ne peut pas passer. Et je doute, enfin j'ai l'impression, que le public français soit prêt, pour les beaux yeux de Francis Khalifa, à accepter une loi de ce type. Je voudrais juste terminer en disant que
cet effort qui s'explique, j'ai essayé de le montrer par l'isolement dans l'opinion et au niveau de la situation internationale des dirigeants israéliens, tout cela n'a pour l'instant pas eu d'effet sensible sur l'exécutif français. Je suis observateur, comme tout le monde, je n'ai pas d'informations secrètes, mais je constate que le 7 mars dernier, lors du dîner du CRIF, le président de la République a fait un discours, c'est d'ailleurs pas mal, sur Jérusalem, condamnant la décision de Trump, etc. Mais surtout, cette petite phrase avait disparu. Quelques jours plus tard, le 19 mars, Édouard Philippe, qui avait entre-temps repris la petite phrase, bien sûr, il reprend toujours. Bon, on verra ce qui arrive avec le remaniement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Édouard Philippe présente le plan d'action du gouvernement contre le racisme et l'antisémitisme. La petite phrase a disparu. Donc l'impression que j'ai, c'est une impression, c'est que à l'Élysée, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de casting, quoi. C'est-à-dire que le président de la République critique boycott des investissements sanctions. C'est pour ça. Bon, si c'était ça, je veux dire, on peut comprendre la logique diplomatique, etc. Mais faire entrer le président de la République dans un débat sur sionisme et antisionisme, qui, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais je le dis quand même, est d'abord un débat entre juifs, avant d'être un débat public. Je veux dire, c'était la question de savoir comment les juifs devaient continuer à vivre leur vie là où ils vivaient. Est-ce qu'il fallait aller en Palestine ou non? Donc, tout ça, c'est pas vraiment le débat du président de la République. C'est pas parce qu'il a été longtemps chez Rothschild qu'il a une science innée des débats d'idées qui peuvent se développer, notamment entre juifs, sur cette question. Donc, disons que, à mon avis, si on continue l'effort sur BDS, l'effort sur cette question-là, on a quand même de bonnes chances de voir les choses avancer, parce que les dirigeants, en général, et j'ai l'impression Macron en particulier, la seule chose qui vraiment les motive, c'est leur réélection. Et donc, quand on voit qu'une opinion publique évolue, on est nécessairement amené à en tenir compte, c'est en tout cas ce que j'espère. Merci.